en fait. Et du coup, on est parti à la rencontre des jeunes de la Seine-Saint-Denis pour leur parler un peu de qu'est-ce que c'est le changement climatique, qu'est-ce que c'est la justice climatique, et les inviter à rejoindre la marche qui a été annulée, et donc du coup, plus tard, la chaîne humaine. Et en fait, ça nous a amené un peu partout en Seine-Saint-Denis, avec des publics différents, et forcément des ateliers de sensibilisation un peu différents. La surprise un peu de cette opération, c'est que même si au tout début de la démarche, c'est compliqué d'amener les gens à venir à l'atelier, à comprendre en quoi ça peut les intéresser, une fois qu'ils y sont, ils comprennent rapidement de quoi il s'agit et ils ont rapidement envie de faire des choses. Ils ont rapidement eux-mêmes envie de refaire des ateliers, par exemple, de faire voir tout simplement des choses comme le film Home de Yann Arthus Bertrand. Ils ont envie de le montrer à leurs parents, à leur famille, etc. C'est des choses toutes bêtes, mais une fois qu'ils comprennent, une fois qu'ils sont dedans, eux-mêmes ils transmettent ensuite, et c'était super de voir ça. Donc c'est un effort qu'il faut continuer, et il faut essayer de créer le maximum de synergie là-dessus, parce qu'on n'est pas beaucoup à faire ça, mais il y a quand même des gens qui le font, la Néros, etc. Et du coup, voilà, c'est un peu l'idée du projet. En fait, c'est ça, si je peux juste compléter sur ce que dit Inès. Dans les quartiers populaires, la vie politique et l'engagement a été complètement mis de côté depuis 2005. En 2005, je pense que tout le monde ici est au courant. Il y a eu la mort de Ziad Bouna, on a eu plusieurs nuits, plusieurs semaines de révolte. Et en fait, depuis 2005, il ne se passe plus rien dans les quartiers populaires, en tout cas dans la plupart des villes en Ile-de-France. Et le seul moment où on a un lien direct avec la politique, c'est lorsqu'il y a des élections. Et 15 jours avant les élections, alors là, oui, on a vraiment, les gens viennent à nous pour nous demander d'aller voter, mais finalement, on est complètement déconnecté des questions climatiques. Et la seule image qu'on a en tout cas des gestes qu'on peut faire pour le dérèglement climatique, c'est Nicolas Hulot qui passe à la télé, qui nous explique qu'il faut manger une pomme bio ou couper l'eau quand on se brosse les dents. Et en fait, on est dans cette dynamique, en tout cas Inès, localement sur Sarcelles, est dans cette dynamique d'aller beaucoup plus loin que ça, et de finalement aller chercher les jeunes qui sont impactés sans le savoir, et d'essayer de mettre des processus en place avec ces jeunes-là pour qu'on puisse finalement militer à notre niveau. Et du coup, Jed qui est dans un autre niveau de militantisme. Je te laisse. Qu'est-ce que je vais en parler. Moi, je suis donc dans une orga qui est les Jeunes Amis de la Terre. C'est une association qui fait partie d'une grande fédération internationale, la Fédération internationale des Amis de la Terre. Également en France, il y a des groupes locaux un peu partout en France et à travers l'Europe. La plupart à l'international des groupes locaux sont dans des pays du Sud, et c'est quelque chose qui a son importance en particulier en ce moment pendant la COP, parce qu'on a des délégations en ce moment qui viennent de partout dans le monde, et en particulier des pays du Sud, pour faire entendre et porter leurs revendications de justice climatique. Justice climatique, je ne sais pas si déjà ce terme en lui-même parle à tout le monde. On va dire, au cas où, je vais essayer de le résumer très simplement. C'est tout simplement, quand on parle du climat et des changements climatiques, et ça c'est même quelque chose qui, jusqu'à présent, est encore dans la convention cadre dans laquelle les négociations officielles de l'ONU se font, il y a l'idée de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas apporté la même contribution au changement climatique. Tous les pays n'ont pas apporté leur même contribution. Et en particulier, il y a beaucoup des pays les plus pauvres, ou les pays en développement, ont très peu contribué au problème. C'est pas leur faute, quoi. C'est la faute très largement, ou la responsabilité très largement des pays du Nord, dans ces pays du Nord, des grandes multinationales, etc. Et les pays du Sud sont pourtant, pour beaucoup d'entre eux, les plus menacés, de très loin, par les changements climatiques. C'est là où ils vont avoir les conséquences les plus graves, à la fois parce que c'est il y a moins de moyens pour y faire face, quand il y a des changements et des règlements qui se manifestent sous forme d'événements climatiques extrêmes ou autres, et parce que c'est des zones simplement où, pour des raisons géographiques, et on sait qu'on va avoir des conséquences plus graves, par exemple des montées
santé des eaux, etc. Derrière l'idée de justice climatique, il y a donc l'idée de retrouver un peu la responsabilité historique et d'obtenir des pays du Nord en particulier, ou des responsables en règle générale, qu'ils assument la dette climatique qu'ils ont contractée vis-à-vis de pays du Sud, et introduire du coup de la justice dans la question de la réponse qu'on apporte au changement climatique en général. Voilà en gros. Du coup, nous ce qu'on essaye de faire, on est un groupe qui est pour le coup tourné vers l'activisme. C'est-à-dire qu'en gros, on fait des actions où on s'engage physiquement, souvent par la désobéissance civile. On va par exemple aller, vous avez sans doute davantage en tête les Greenpeace faisant ça, on fait des choses éventuellement comparables. On a un mode de fonctionnement qui est un peu différent de celui de Greenpeace. Et peut-être des actions, nous, celles qu'on fait dans mon groupe, sont généralement d'envergure moins spectaculaire que d'aller rentrer dans une centrale nucléaire, mais on fait des actions où on s'engage physiquement, et on les fait en lien avec des campagnes généralement qui sont portées par les Amis de la Terre. Par exemple, cette année, on a beaucoup œuvré sur la question de la fin du charbon. Le charbon est l'énergie fossile la plus climaticide, la plus sale, la plus polluante. On sait que si on brûle toutes les réserves mondiales de charbon, la température ne va pas atteindre 2 degrés, 3, 4 degrés, non. La température, en gros, selon les estimations, pourrait monter sur les continents de 15 degrés. Donc, quoi qu'il arrive, c'est inenvisageable complètement d'aller jusqu'au bout de nos réserves mondiales de charbon. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut l'abandonner le plus vite possible, le charbon. Et à partir de là, on s'en prend, nous, au plus grand pouvoir en règle générale, c'est-à-dire pouvoir public ou privé ou semi-privé. Et en l'occurrence, il y a eu EDF, Engie, qui est le nouveau nom d'EDF Suez, donc qui sont des entreprises publiques en France, dont on a pu révéler, les Amis de la Terre avec Oxfam cette année ont révélé un peu l'ampleur de leurs activités charbon de par le monde, c'est-à-dire le nombre de centrales à charbon qu'ils opèrent dans le monde. Il y en a très peu en France, il y en a beaucoup dans des pays du Sud notamment, contre lesquels très souvent les communautés environnantes sont en lutte, parce qu'elles souffrent de toutes sortes de problèmes sanitaires liés à leur exposition aux particules fines, liées à l'extraction du charbon aussi, etc. Et donc la façon dont on travaille, nous, c'est qu'on fait du soutien à ces luttes locales, et on a pu, comme ça, conjointement avec des luttes locales, cette année, par exemple, obtenir d'abord d'Engie qu'il s'engage à ne pas aller au bout d'un projet de centrale à charbon qui est en Afrique du Sud, à Tabametsi. Là-bas, les populations locales se mobilisaient contre. On fait des manifestations devant le consulat français, etc. En France, on en entendait relativement peu parler. Mais nous, parce qu'on est un groupe parisien et que Engie a son siège à Paris, on a cette possibilité d'aller se mettre physiquement chez eux, d'aller les pourrir un peu, de façon non violente et tout, mais de très clairement leur faire comprendre qu'on ne les lâchera pas tant qu'on n'aura pas obtenu des réponses satisfaisantes. Et on a pu, comme ça, participer à des victoires qui sont donc toujours conjointes avec des communautés en lutte localement à travers le monde. Également en Pologne, à l'Exna, également en Turquie avec Adayu Murtalik. Et ça c'était récemment, et en Turquie, au moment où on a eu cette dernière victoire, Engie vient d'annoncer, voilà, cette centrale à charbon, on ne la fera pas, mais on ne va pas non plus faire aucun nouveau projet de centrale à charbon. Et ça, c'était notre objectif tout du long, c'est-à-dire que depuis le début, on avait en tête de stopper un projet, un autre projet, parce que ce qu'on voulait obtenir, c'est précipiter l'engagement d'Engie, en l'occurrence, de ne plus initier un nouveau projet de centrale à charbon, parce qu'on a en tête, disons, toute une stratégie de campagne qui fait qu'à partir du moment où Engie s'engage à ça, nous, mais également d'autres groupes à travers le monde, peuvent aller voir d'autres énergéticiens et leur dire
mais attendez, Engie, ils font ça, et vous allez nous expliquer que vous n'êtes pas capable de le faire, etc. Et donc, toujours mettre de la pression pour obtenir des résultats concrets, et donc on essaye comme ça de réaliser des actions qui nous permettent, avec une stratégie qu'on estime assez bien pensée, même si d'obtenir des résultats qui ne viennent pas forcément du tout aussi vite qu'on aimerait, parce que la situation, sur le plan du climat en particulier, est dramatique. Mais on obtient en tout cas des résultats, et il y a un mouvement qui s'accélère de ce côté-là de résultats, voilà, que ce soit dans notre groupe, mais dans d'autres groupes aussi, hein, sur le front du charbon comme sur d'autres choses, les mobilisations de manière générale sur les questions environnementales et climatiques en particulier prennent de l'ampleur et remportent des victoires un peu partout. Voilà. En fait, c'est ça, du coup, là, on est vraiment sur deux modes d'action différents. Inès qui vient de banlieue, de quartier, qui cherche à sensibiliser les jeunes, et Jed qui est plus sur de l'action directe. Et en fait, le problème qu'on a avec ce deux types de fonctionnement, c'est qu'on n'arrive pas encore à créer un lien entre ces deux modes d'action, et que clairement, enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais les Amis de la Terre ou d'autres organisations écolo, c'est souvent masculin, blanc. Et du coup, on a du mal à faire le lien entre... Non, il y a beaucoup de filles aussi. Ok, mais c'est blanc. C'est très blanc, mais il y a beaucoup de filles. D'accord, autant pour moi. Et en fait, l'enjeu il est là. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, de profiter de la COP pour s'approprier des espaces, occuper des lieux, occuper des moments, et finalement créer ce lien. Et comment faire pour que les habitantes et les habitants de quartiers populaires se mobilisent très concrètement, beaucoup plus concrètement que trier la brique de lait et la boîte d'œufs. Et comment on fait pour que les militants qui sont déjà sur le terrain, finalement, comprennent les problématiques des quartiers populaires, se rendent dans les quartiers populaires et le fassent de manière qui ne soit pas vue ou qui ne soit pas tout simplement paternaliste et donneur de leçons. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que souvent, on vient nous voir en nous disant voilà, il faut faire ça, parce que c'est bien de le faire, mais c'est pas dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire ce mécanisme. Et l'idée de ce soir, c'était un peu de réussir à voir comment on peut faire ce mécanisme en France et en Tunisie. On attend toujours les militants et militants de Tunisie. Fatima? Moi, je pense déjà, en fait, Fatima Ebermo, je suis de Sarcelles, comme une personne ici. Et du coup, moi personnellement, la justice climatique, les enjeux environnementaux, etc., perso, moi, je pense que peut-être qu'il y a deux personnes ici. Mais moi je m'en foutais un petit peu. Enfin, en tout cas ça venait en second plan quoi, parce que du coup je pense qu'on avait tellement d'autres luttes en amont, peut-être des fois sur la Palestine même, alors que c'est super loin. Je parle pour moi, parce que j'ai travaillé aussi dans ces locaux, je sais qu'il y a des luttes qui me paraissaient beaucoup plus proches ou beaucoup plus importantes que la justice climatique qui était un truc là, voilà, il y a des bobos qui mangent du quinoa comme certains disent. Donc du coup, vraiment concrètement pour pouvoir mobiliser des gens qui habitent dans nos quartiers populaires, qui sont déjà éloignés des centres de décision, qui ne savent même pas comment fonctionne une mairie, toi tu vas leur parler de justice climatique, de réchauffement de 2 degrés alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger à la fin du mois. Je pense que c'est un peu délicat et je pense que c'est même un peu honteux de vouloir parler de ça. Et au fur et à mesure de discussions, de débats, etc., on a vulgarisé, déjà rien que pour nous, vulgariser un peu ces enjeux-là. Et de dire que finalement, non, en fait, tout le monde a son rôle à jouer là-dedans et que tout le monde a son rôle à jouer encore plus dans les quartiers populaires parce qu'on est les premiers à être impactés. Quand les gens galèrent à payer leur facture d'électricité à la fin du mois, il y a bien une raison, quoi. C'est que ça coûte cher et pourquoi ça coûte cher voilà, s'il y a tout le temps une taxe où on parle de oui, attention, GDF ça a augmenté à une certaine période, en plus ça ils font un scred en juillet quand personne calcule que ça va augmenter, donc ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Voilà, donc en fait, moi je pense vraiment, il ne faut pas monopoliser la parole pendant 50 ans, mais je pense qu'il y a aussi une question de revenir un peu à la base, c'est-à-dire l'éducation, quoi. Parce que faire des grands discours de 300 heures sur ce que c'est l'écologie, etc., je pense que c'est inutile. Si on n'arrive pas à s'entendre déjà sur le minimum, à savoir utiliser des bons mots, à pouvoir être audible auprès des gens qui sont déjà loin des lieux de pouvoir de décision, je pense qu'on n'y arrivera pas. Si on arrive à avoir un langage un peu clair, simple,
sans être simpliste, hein, je dis pas qu'il faut être démagogue, je dis qu'il faut être plutôt pédagogue en fait vis-à-vis des uns et des autres, et puis d'être ce qu'on appelle nous, enfin dans le langage éducationnel, enfin l'éducation c'est être père quoi, enfin en fait être formateur et former d'autres pères qui vont former d'autres gens, qui vont former d'autres gens. Donc voilà, moi c'était ma contribution au débat. Je pense que le rôle de l'éducation est fondamental et qu'on ne peut pas s'abstenir de mettre de côté les acteurs qui font de l'éducation et d'être loin des centres là où il y a les lycéens, les collégiens, etc., les assos de quartier, et voilà, et progressivement, je ne pense pas qu'on va gagner demain, je ne pense pas que le réchauffement climatique va être solutionné cette semaine au Bourget, mais si au moins ça nous a permis de nous rencontrer, je pense qu'on a déjà gagné ça. Voilà. Peut-être qu'il y a des... Ouais, voilà. Des gens qui veulent partager un peu l'expérience. Non, moi, c'est pas une expérience, c'est des questions, en fait. C'est pour chacun de vous. Justement, tu as répondu un petit peu, c'était comment, justement, dans les quartiers populaires, on aborde cette question de la justice climatique, mais par leur prisme. Quels sont les exemples concrets? Donc, tu as répondu un petit peu avec l'histoire des factures, mais c'est comment, voilà, pour parler de enfin, les gens vont se sentir forcément concernés par rapport à leur quotidien. Donc comment on fait avec des jeunes, ou même des moins jeunes, mais quelle a été la démarche concrètement? Et sinon, moi j'avais une question, alors je vais me faire un avocat du diable, par rapport aux populations du Sud. Moi je suis franco-tunisienne. Donc la question du gaz de schiste, par exemple, a été énormément abordée en Tunisie. Je ne sais pas trop où ça en est, peut-être que les jeunes filles vont nous en parler après, mais l'année dernière, il y a 2 ans, c'était un sujet qui était extrêmement fort. Il y a eu une grande conférence qui a été organisée à Bizerte, et moi j'ai beaucoup de Tunisiens qui me disaient, souvent, il y a une vision de court terme en fait, par rapport à la rentabilité, l'argent que ça peut apporter. La Tunisie, c'est pas un pays qui dispose d'énormément de ressources naturelles, par le phosphate, bon, elle va en parler aussi. Donc il y a une vision à court terme, donc il y a la question politique, et les populations voient aussi ce prisme-là. Pareil pour le charbon, même si nous, alors il y a ce côté où voilà, on a du recul, où on sait que le charbon, voilà, les particules fines, etc. Les populations locales, elles en sont conscientes aussi, mais il y a aussi ce côté rentabilité, comme on l'a en France de toute façon. Donc et encore une question, je me souviens d'un pays, alors par contre le nom, mais je ne sais plus du tout, j'ai un trou sur ce pays-là, mais un pays d'Afrique qui est dans la déforestation et qui avait répondu, je me rappelle au moment de Copenhague, oui mais bon voilà, vous les pays du Nord, vous avez fait votre révolution industrielle, donc c'est notre tour. Donc la question du climat, du coup, pour certains dirigeants ou même certaines populations, elle est secondaire parce qu'ils veulent rattraper leur retard économique. Donc, quels sont les arguments qu'on apporte, voilà, quels sont les arguments qu'on peut apporter voilà, dans le cadre du gaz de schiste, de la déforestation, voilà, même si on sait particulièrement que c'est dans l'intérêt de tout le monde, pas que des populations locales, parce que la déforestation en Afrique, on l'a subie forcément, comme celle d'Amazonie, etc. Quelle est l'étendue des arguments qu'on peut apporter, en fait? Je vais peut-être répondre à la première question, et fait écho à ce que tu disais, Fatima, sur les termes en fait, qu'on utilise et comment on sensibilise ces jeunes-là par rapport à leur quotidien. Alors moi, j'aime bien commencer mes ateliers par la question, quand je vous dis développement durable, réchauffement climatique, à quoi vous pensez? Et c'est toujours les mêmes réponses. C'est des baleines échouées sur la plage, c'est un peu les clichés qu'on a autour du développement durable. Et à la fin de l'atelier, généralement, ils recentrent, ils se réapproprient ces notions-là par rapport à leur quotidien. Et en fait, la méthode, c'est de tout simplement leur faire comprendre que ça s'inscrit dans leur quotidien. Donc par exemple, quand je leur demande, ok, la pollution, alors c'est quoi la pollution, ça vient d'où? Alors on arrive rapidement à parler d'usines, etc. Puis se rendre compte rapidement qu'ils habitent dans des zones où il y a beaucoup de zones industrielles. Il y a beaucoup de choses qu'on produit, il y a beaucoup d'émissions
de pollution, et puis ils se disent ah oui c'est vrai, quand même au centre de Paris il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt chez nous. Voilà. Ensuite voilà, on a des leviers quand même, par exemple, voilà, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les conditions, le service maternité de l'hôpital de Saint-Denis, l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. On voit qu'il y a un taux de mortalité plus important que dans la moyenne nationale, et ça s'explique tout simplement parce que l'hôpital est basé dans l'endroit le plus pollué de Saint-Denis. En fait, elle est au croisement d'une autoroute, de 2 grands axes, etc. Et ça choque en fait. Et du coup, bah, y a des faits qui les saisissent, et puis il y a aussi des mécanismes. Par exemple, leur expliquer qu'une fois qu'ils ont compris que en France, par exemple, c'était ces quartiers-là qui allaient subir le plus les conséquences du changement climatique, on leur dit que au niveau de la planète, c'est d'autres pays. Donc vous comprenez cette logique. Maintenant, vous comprenez que, par exemple, dans les pays du Sud, dans les pays qui sont proches des côtes, etc., on est plus victime du réchauffement climatique que dans d'autres pays. Et donc c'est une logique ensuite qui s'approprie parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes, dans leur quotidien, ils étaient plus victimes que les autres. Et du coup, ils développent aussi cette conscience de l'injustice climatique d'un point de vue international. Et voilà, et c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'il faut qu'ils s'approprient ces choses-là, et donc on essaie de les ancrer dans leur quotidien. Et ce que disait par exemple Fatima tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses qu'on ne lit pas. Par exemple, on se dit que quand il y a beaucoup de difficultés à payer les factures d'électricité dans les quartiers, on se dit que c'est juste un problème financier. Alors que ces factures d'électricité sont plus importantes dans les quartiers. Pourquoi? Parce que c'est des bâtiments qui c'est des bâtiments qui sont pas bien isolés, donc il faut plus de chauffage l'hiver, il faut plus de ventilation l'été, et donc forcément on consomme plus d'énergie. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, et donc on leur explique. Après pour le reste, je pense que... Alors, attends, je crois que tu vas réagir. Ouais, en fait, c'était juste pour dire, des fois j'ai l'impression qu'on sait beaucoup plus de choses sur d'autres pays dans le monde. On sait qu'il y a des pays qui vont être submergés parce que, comme au Bangladesh, etc., parce qu'on voit aussi des gens arriver. On sait qu'à Haïti, il y a eu plein de choses comme ça. Il y a des fois, on ne sait même pas les conséquences de ce dérèglement climatique. En fait, on ne peut pas faire de dérèglement climatique, en fait, de toutes les inégalités environnementales, en fait, de tout ce qui peut impacter sur l'environnement. On les connaît même pas à côté de chez nous. On ne sait pas quel est le taux de mortalité ou le taux d'asthme à cause de la pollution. On ne connaît pas de ça, mais par contre, on connaît les grands chiffres de migrants, réfugiés climatiques. Et c'est ça, en fait, qui est assez impressionnant. C'est notre méconnaissance de la situation dans les quartiers, et je m'inclus dedans. Et après, là-dessus, il y a des chiffres qui sont intéressants. Par exemple, lors de la canicule de 2003, il y a eu le deuxième département où il y a eu le plus de morts suite à la canicule, c'est le 93. Donc le premier, c'était, je ne me souviens plus lequel, mais c'était un département dans le sud où il faisait vraiment plus chaud. Le deuxième, c'est le 93. Le point le plus pollué du 93, c'est à Saint-Denis, à la bretelle de l'A1, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu Saint-Denis, c'est là où il y a la plus grosse maternité du 93. C'est-à-dire que déjà, quand on est dans cette zone-là, quand on est naître, on est déjà impacté directement parce que les premières bouffées d'air, c'est là où c'est le plus pollué. Et la concentration aussi, je ne sais pas si tu en as parlé, parce que du coup j'ai dû sortir, mais la concentration de béton dans les zones urbaines fait que la chaleur, par exemple, elle ne se dégage pas, contrairement à une zone pavillonnaire ou avec beaucoup d'arbres. Et c'est la raison pour laquelle cet été, pendant les canicules cet été, les jeunes ont alors sans savoir que la concentration de béton fait qu'il faisait plus chaud dans les quartiers, mais c'est une des conséquences des jeunes qui ont cassé les bouches d'incendie, qui ont été après très criminalisés dans les médias. On disait que c'était des jeunes voyous, tout ça, mais on observe que dès lors que la canicule de cet été s'est arrêtée, les jeunes ont arrêté de le faire, et que c'était vraiment finalement un geste un peu de survie, de rafraîchir le quartier. Donc voilà, on a des exemples aujourd'hui de plus en plus, et qu'on peut mettre directement dans les mains de ces jeunes-là, et ça leur permet de comprendre qu'en effet, ils sont impactés, et souvent ce qui revient aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui n'ont pas de voiture, qui ne prennent pas l'avion, qui ne partent pas en vacances, et que malgré tout, ils subissent tout ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est là qu'en fait on peut mettre sur ce plan-là les injustices sociales et climatiques,
et qui se rendent compte qu'il y a une véritable injustice aussi à ce niveau-là, pas que avec la police ou le coût des transports. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'on peut arriver à commencer à travailler là-dessus. Et du coup, une fois qu'on a fait ce constat-là, l'autre constat, c'est bon, maintenant qu'on sait ce qui se passe, comment on fait concrètement pour se mobiliser. Et là, bon, c'est encore un pas à franchir. Du coup, sur les questions internationales, en fait, très clairement, je vais pas complètement te répondre, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, quand on se mobilise, quand on fait des actions, on le fait dans une perspective de soutien aux luttes. Et donc, moi j'ai connaissance par exemple des luttes qu'il y a eu en Algérie contre le gaz de schiste, à Insalah en particulier. Je ne connais pas assez bien le contexte tunisien, enfin, c'est normal, je ne vis pas. Et je pense qu'on va peut-être avoir la chance d'avoir bientôt des gens qui vont pouvoir nous en parler mieux. Donc pour moi, il n'est pas du tout question de parler d'un contexte que je ne connais pas. Mais de manière générale, bien sûr, oui, c'est toujours la question de à quel moment on s'arrête, à quel moment on arrête de profiter éventuellement, que ce soit des énergies fossiles, enfin de ressources naturelles, quoi, de manière générale. Et une pose question en elle-même. Après, il faut voir d'abord, quand on se pose ce genre de questions, il faut bien avoir à l'esprit, mais qui en profite réellement. Quand on regarde que ce soit les pays producteurs de pétrole, de charbon, dans bien des cas, les populations, ou toute une frange de la population en tout cas, et qui sont éventuellement précisément les populations qui étaient, et les communautés qui vivent là où il y avait les ressources, qu'on a éventuellement déplacées, éventuellement de force, pour pouvoir accéder à ces ressources, ou alors qui continuent d'y vivre et qui sont intoxiqués par les extractions minières, pétrolières ou autres. C'est des choses qu'on peut retrouver dans toutes sortes de contextes. Donc, que ce soit éventuellement une richesse pour certains, ça c'est sûr, mais la question de savoir dans quelle mesure c'est une richesse pour tous, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir beaucoup plus précisément. Je parle dans un pays, par exemple, donc je parle, encore une fois, le contexte tunisien, je ne saurais pas en dire tellement plus. Mais voilà, clairement, mon propos n'est pas de dire voilà ce que doit faire la Tunisie, c'est pas du tout, j'en sais rien. Enfin, voilà. Ce que je sais, c'est que, par contre, si je me mobilise parce que, mettons, une multinationale qui a son siège à Paris fait des actions, exploite des ressources en Tunisie, que ce soit du gaz de schiste par exemple, et que les populations locales se mobilisent contre, oui, là, moi je me mobilisais en soutien de ces populations, parce que ça rentrera dans un cadre qui me parle. Même si, évidemment, localement, il y aura toujours des gens pour dire « mais non, c'est bien, c'est une opportunité de développement, ça va nous apporter de la richesse ». Ça, bien sûr, mais bon, après, c'est normal qu'il puisse y avoir une certaine conflictualité dans les positions des uns et des autres. Je veux bien assumer, par contre, pas aller dire, en particulier en tant qu'habitant d'un pays du Nord, dire voilà, seulement en soutien. Après, sur la question des arguments, vous avez demandé qu'est-ce qu'on dit à ces pays qui n'ont pas participé au dérèglement climatique et à qui on demande aujourd'hui de faire des efforts. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont pas sujettes à la discussion. Ça veut dire que si on continue comme ça, il y a des populations qui vont être déplacées, il y a des espèces, il y a de la biodiversité qui va être détruite, ça va toucher tout le monde, et ça va toucher même en termes de migrants climatiques, ça va toucher même les pays du Sud, parce qu'ils ne vont pas tous venir en Europe, ils vont aussi, les habitants des Maldives vont immigrer en Inde, ils ne parlent pas la même langue, etc. C'est des problèmes que chaque pays dans le monde va devoir assumer, et au-delà de la responsabilité de chacun, il y a des choses auxquelles il faut vraiment se préparer, et je pense que il y a déjà ces choses-là qui sont évitantes, je pense. Et j'ajouterais, par rapport au qu'est-ce qu'on dit,
il faut bien voir qui est ce on dont on parle, parce que bien souvent, ce sont justement des populations, par exemple des communautés impactées, qui elles-mêmes disent, et aussi le peuvent, des choses comme laisser le pétrole dans le sol, laisser le charbon dans le sol, et qui s'opposent à ces extractions. Donc on n'est pas forcément juste dans cette question de venir leur dire voilà ce que vous devriez faire. Il y a des gens qui disent des choses et qui ont de très bonnes raisons de le dire. Peut-être ce qui serait bien du coup, c'est qu'on partage un peu les expériences des uns des autres. Si vous avez des... Si vous avez des expériences à raconter, ou je ne sais pas, si vous-même vous êtes engagé, dans quoi, comment, et qu'on puisse peut-être profiter d'être pas très nombreux par cet échange. Est-ce que je peux reprendre la parole pour parler d'un sujet? Je voulais juste parler d'un sujet parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je sors un petit peu du cadre, mais ça reste vraiment très environnemental. C'est le fort de Vaujour, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à la limite de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Le fort de Vaujour, donc, la société Placoplâtre a un visa d'exploitation. C'est pour une carrière de gypse. Et à cet endroit-là, dans les années 50, c'était un site classé défense du ministère de la Défense où on fabriquait les détonateurs de la bombe nucléaire. Et donc le site a été fermé, il est à l'abandon. Et Placoplâtre, donc cet industriel, sur ce site-là, il y a une carrière de gypse pour les 20 ou 25 prochaines années. Et c'est le meilleur, en qualité de plâtre, c'est une des meilleures. Donc c'est à 25 km de Paris. Les populations locales se mobilisent énormément et avec tous les élus locaux. Et on ne parvient pas à faire plier l'État. Il y a eu, pour parler justement de soucis de santé, un rapport de la DGRS, la Direction régionale de la santé, qui est paru, qui a été donné aux communautés d'agglo du coin. Et donc, la ville de Courtry est la plus impactée. Quand on regarde les cancers qu'il y a sur la région Île-de-France, les taux de cancer, la ville de Courtry est réellement la plus impactée par rapport à la moyenne de la région Île-de-France, hommes, femmes confondus. C'est-à-dire que quand on regarde la communauté d'agglo, donc les communautés d'agglo, c'est donc un regroupement d'agglomérations. Donc on est 4-5 agglomérations, Chelles, Courtry, Verbroux. Courtry est la seule qui a un taux équivalent 50% hommes, 50% femmes, et ils sont sur le site. Et donc on est à 20, là je vous parle de quelque chose qui est à 20-25 km de Paris, où où les populations locales sont mobilisées, où il y a des articles, on a beaucoup de mal à sortir du local en termes de communication sur ce qui se passe là. La DGRS dit grosso modo, malgré que ce rapport soit sorti, ça n'aurait pas dû, vous n'auriez pas dû le communiquer, mais non, c'est pas grave. Le ministère de l'Environnement s'en fiche complètement, la préfecture s'en fiche complètement. Donc je voulais juste vous parler de ce sujet. Si vous voulez faire des recherches sur Google, le fort de Vaujour. Il y a eu quelques émissions qui en viennent une dernièrement sur France 5, je crois. Un scandale caché, voilà, cherchez Fort de Vaujour, ministère de la Défense, uranium. Donc c'est une zone qui, voilà, ça va être exploité très prochainement. Ce site donc qui est pour l'instant, comme on dit, il a été bétonné, quoi. Vous savez, tout ce qui est là où il fabriquer ces détonateurs, ça a été bétonné. Le problème, c'est que maintenant, si on exploite la carrière... Ah oui, pardon, la chose très importante, c'est qu'en principe, il doit y avoir, le nom m'échappe, un expert indépendant pour dépolluer le site. Or, celui qui va dépolluer le site est payé par Placoplâtre. Donc l'exploitant, bien sûr. Hein. Donc comment on peut avoir... donc pour ceux qui sont intéressés, je peux vous faire parvenir une émission de 50 minutes qui explique très très bien toute cette histoire. Voilà.
Donc là, on a une grosse inquiétude, c'est que comment on peut faire confiance à un industriel qui dit qu'il va dépolluer, alors que lui, c'est tout son intérêt, puisque c'est des... voilà, enfin, c'est du cash sur 25 années là, qui arrive pour lui. Donc c'est une très grosse inquiétude. Et chose extrêmement rare, des élus de droite et de gauche locaux, des maires, se mobilisent et l'État ne bouge pas, fait la sourde oreille. L'État, la préfecture, c'est-à-dire que toutes les consultations locales qu'il y a pu avoir, les associations qui sont extrêmement mobilisées sur le sujet sont squeezées par la préfecture. Et donc complètement favorables à l'industriel. Donc voilà, je faisais un aparté qui reste environnemental, mais voilà, qui nous concerne tous, puisqu'on est en région parisienne, et notamment, enfin moi j'habite en Seine-et-Marne, mais voilà. Du coup, juste la revendication des habitants de cette région-là, c'est quoi exactement ? Déjà, c'est la vérité. C'est parce qu'on n'a pas je ne sais plus le nom de ceux qui viennent tester la radioactivité, mais quand ils attaquent leurs appareils, ça fait bip, 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 bip. Et donc c'est une certitude, et malgré ça, on sait que ça va être... ils ont commencé, et il y a un bois à côté, pareil, avec des espèces naturelles, des espèces animales à préserver, rien à faire. Ils ont l'intention de faire une grosse carrière. Donc c'est un bois qui va sauter. Et la demande pour l'instant, c'est de surtout rien faire tant qu'on n'a pas la vérité sur ce site, qui est quand même, c'est pas rien, quoi. De l'uranium exploité pour la fabrication des détonateurs jusqu'en 1955. Donc c'est tout. Quand ils faisaient les tests en Algérie, en fait, ces détonateurs étaient fabriqués là. Donc là, c'est la demande principale, c'est d'arrêter le chantier, tout simplement. C'est que ce ne soit pas exploité. On peut pas, exploiter un site qu'on soupçonne d'être fortement radioactif et dont on a un rapport de santé qui dit que la seule ville où il y a un taux de cancer pas possible à proximité, et que malgré tout, tout le monde passe par les institutionnels font sur l'oreille. Donc là, il y a quand même, au niveau local, une très grosse inquiétude. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour l'info. On a aussi le parc de la Courneuve, au niveau de la Courneuve qui va être complètement bétonné, et au niveau de Gonesse, où ils sont en train de faire un espèce de... je crois que Fatima connaît un peu le dossier, mais un immense complexe avec une piste de ski, c'est ça? C'est à Gonesse, la piste de ski? Je crois qu'il y a un truc assez... de ski, ou s'ils font mais en fait, ils veulent détruire encore une fois plein des zones cultivables et qui sont cultivées pour refaire un énième centre commercial. Donc c'est pas comme si on n'avait pas 10 millions de centres commerciaux dans ces quartiers, mais en fait, ce qu'on propose, c'est, en gros, le triangle de Gonesse, le collectif, c'est du blé contre du béton, en fait, c'est un peu ça. On continue à bétonner des endroits qui sont verts. Et tout ça pour mettre une proposition, c'est les centres commerciaux. C'est-à-dire, vous, les habitants qui habitez dans ces quartiers-là, ce qu'on vous propose, c'est juste de consommer, quoi. Et surtout qu'en plus, il y a des centres commerciaux. Le pire, c'est qu'il y a des centres commerciaux juste à côté, il n'y a personne. Alors, il y a vraiment, je pense pour ceux qui habitent dans la région, il y a le centre commercial là où Aéroville, où Luc Besson a fait son cinéma à 15 balles, là, comme si on allait au cinéma à 15 balles. Déjà qu'à 5 balles on galère, alors à 15 balles, je pense qu'il va y aller tout seul. Donc du coup, il y a plein de trucs comme ça dans cette région, et non, on détruit. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est que les mecs, ils sont super vicieux. Ils vont dans les MJC, les associations du 95, et ils viennent avec leur programme en disant oui, alors nous, on veut vous aider, vous soutenir dans vos initiatives, un peu pour bien se faire voir, quoi. C'est comme si McDo venait financer des programmes de nutrition et implanter 3 McDo juste à côté du collège. Donc c'est vraiment incohérent, mais encore une fois, je pense pour rebondir sur ce que tu disais, je ne sais pas, c'est quoi ton prénom en Seine-et-Marne là-bas? Égère. Égère. Égère, non? Ou c'est Égère? Égère. Égère, du coup, c'est la même chose. En fait, c'est juste l'information citoyenne, elle ne circule pas. Il n'y a pas d'information citoyenne parce qu'on est tous déconnectés, et c'est le fait qu'on soit sur des territoires, en fait, encore une fois, je m'inclus dedans, je pense qu'on est dans des territoires où on reste dans notre petit cocon 9.5, 9.3, 9.2, la preuve, en fait, on s'intéresse à nos propres problématiques et qu'on n'arrive pas à communiquer avec les autres, parce que
parce que c'est aussi comme ça, hein, diviser pour mieux régner. Et puis il y a aussi une habitude de criminaliser et marginaliser un peu les luttes climatiques. Et c'est vrai que les échos qu'on a, quand on pense à une lutte de long terme, on pense à Notre-Dame-des-Landes ou au Testet. Et finalement, l'image que nous renvoient les médias, c'est quelques énervés qui veulent sauver des arbres. Et à aucun moment, en fait, on nous fait comprendre qu'on peut nous aussi s'inclure dans cette lutte-là. Quand je dis nous, c'est au sens large, hein, les Français au sens large. Et que finalement, bah, ce qui se passe en Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe dans le 77, on est vraiment concernés. Et que du coup, il faudrait réussir à sortir des collectifs où des fois, les réunions, on voit quelques personnes seulement qui discutent de ça, alors qu'on parle de quelque chose qui va impacter, là, j'imagine, toute l'île de France, voire bien plus largement que ça encore. Peut-être des réactions, des choses à dire. Bien. Ouais, moi, je voulais réagir un peu par rapport à ce que vous avez dit, mais par rapport à ce que je vois en Tunisie. Enfin, je suis arrivée en Tunisie en février pour un truc, pour travailler justement sur l'environnement et les assos, etc. Enfin, l'environnement, la justice environnementale, la mobilisation politique, etc. Et c'est vrai que le problème des termes, du discours, il est important. Enfin, la plupart des publications qu'il y a sur le climat, par exemple, en Tunisie, c'est fait par la Banque mondiale, ce genre d'institutions. Et puis, ou sinon, c'est un angle très scientifique par des chercheurs et assez consensuel, qui politisent pas trop la question. Et alors que je pense qu'il faudrait trouver des moyens de parler du changement climatique en parlant d'argent, de combien ça coûte dans un budget, si les ressources alimentaires, si la nourriture coûte plus cher, si l'eau est plus chère, etc. Et aussi peut-être en termes d'emploi aussi, parce que c'est vraiment une question très, très compliquée, très d'actualité en Tunisie. Et c'est vrai, après, il y a une vision de court terme dans les politiques, mais ça aussi, je pense, il faudrait essayer de trouver des liens avec ce qui se passe, la politique économique du pays, qui est très liée à celle de l'Union européenne. En ce moment, par exemple, il y a des accords de libre-échange qui sont en train d'être mis en place, un peu comme le TAFTA. Là, il y a des événements sur le lien entre TAFTA et climat, mais pour l'instant, on ne voit pas trop. En Tunisie, on n'en parle pas trop de cet accord de libre-échange. On parle toujours encore de la révolution, de l'après-révolution, oui, c'est décevant, blablabla. Mais on ne parle pas de cette mutation un peu de l'économie vers le libre-échange. Et sinon, par rapport à la question du droit au développement des pays du Sud, etc., c'est une question qui se pose. Après, je trouve que des fois, on parle trop en termes de pays du Nord, pays du Sud. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on va peut-être parler aussi du pouvoir des multinationales ou des inégalités à l'intérieur des pays. Parce que même en Tunisie, on va trouver des gens qui polluent comme les Américains. Ou je sais pas, c'est pas du tout homogène. Et puis, c'est pas... le développement, c'est pas juste une seule voie. Je pense qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Quand on voit par exemple le phosphate, je vois pas comment on peut appeler ça du développement, parce que ça a miné, ça a nourri des régions, mais ça les mine aussi complètement. Par exemple, dans le bassin minier, il y a des villes, le centre-ville, c'est l'usine de phosphate, et c'est des pollutions énormes, et les habitants, ils le prennent tout le temps, mais bon, ils travaillent dans l'usine, donc ça fait des tensions internes. C'est vraiment houleux, et je pense que faudrait un peu fouiller toutes ces questions par rapport au développement, qu'est-ce que ça veut dire le droit au développement, et qui en parle, et quels sont les intérêts aussi derrière ça. Voilà. Sinon, on va toujours en parler en termes d'emploi, d'argent, d'inégalité, des choses qu'on a vu, même des revendications qui étaient dans la révolution, le printemps arabe, etc. C'est intéressant l'idée que même au sein d'un même pays, tout le monde ne va pas être impacté. Et ça, c'est vrai aussi pour les pays du Sud. Ouais.
ça veut dire que ça dépend aussi de la classe sociale à laquelle on appartient. Et je me souviens qu'il y avait une conférence justement sur le climat qui avait été organisée par HEC. Il y avait des grands patrons et il y avait le patron de Danone, je ne sais plus quel pays. Et il expliquait, bon voilà, tout ce qu'on fait, etc. pour réduire notre impact, etc. Bon, nous, on ne sera vraiment jamais touchés, vraiment touchés par tout ça, mais on fait ça pour... Ouais, et je trouvais ça... Enfin, si les classes dirigeantes, qui sont généralement des classes aisées, se disent que dans tous les cas, elles seront à l'abri de tout ce qui peut se passer dans les années à venir, et le dit aussi ouvertement, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que c'est un... On se projette pas sur... on peut pas se projeter dans le quotidien des gens qui vivent les conséquences du changement climatique, on peut pas se projeter sur les conséquences de manière générale quand on pense que dans tous les cas, nous, on va s'en sortir. Et il avait l'air de dire que voilà, c'est non seulement tous les pays développés, mais aussi les personnes des classes aisées, des pays en développement, etc. Et que forcément, il réduisait les conséquences du dérèglement climatique, pour le dire grossièrement, aux petits Africains qui meurent déjà de faim dans tous les cas. Et donc c'est important de faire un travail sur ce sentiment un peu d'impunité aussi, parce que je pense pas qu'il y a des gens qui vont être... je pense pas qu'il y a autant de personnes qui vont s'en sortir sans perdre un peu dans les prochaines années si on continue comme ça. Ouais. Mais juste pour revenir aussi, un truc que j'aimerais bien soulever, c'est que dans les associations qui travaillent sur l'environnement, etc., en Tunisie, la plupart des gens qui sont dans ces associations ne sont pas vraiment concernés non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas eux qui sont en première ligne, c'est pas eux qui sont vraiment affectés par ça. Peut-être qu'ils vont devoir se priver un peu, mais pas tant que ça. Et ça, c'est difficile pour travailler, pour faire des échanges, je sais pas si... faut vraiment faire attention au choix d'associations, de mouvements, parce qu'il y a aussi des dynamiques un peu perverses en ce moment. Il y a beaucoup de fonds qui sont alloués à la société civile tunisienne, et les bailleurs de fonds, le thème de prédilection, c'est l'environnement et le climat. Il y a aussi le genre, l'égalité des genres. Et donc, il y a des associations qui montent des projets sur ça, sans réelle conviction non plus. Et du coup, après, c'est un peu comme un terrain un peu difficile pour vraiment faire quelque chose qui soit efficace, qui soit concret, qui bénéficie aux bonnes personnes, etc. Moi, des fois, je me dis peut-être qu'il vaudrait mieux pas travailler directement avec des associations sur l'environnement, ou alors sur des thématiques, sur des gens qui sont concernés. Par exemple, il y a des associations environnementales qui sont dans des endroits pollués, et là, c'est normal, parce qu'elles se sont constituées en réaction à la pollution. Mais peut-être que ce serait mieux de passer par d'autres acteurs que les associations environnementales. Ce qu'on a fait avec GetUp, c'est qu'on n'organisait pas des ateliers de sensibilisation tout seul. Ouais. On allait démarcher des associations qui travaillent déjà avec des jeunes, qui connaissent leurs problèmes, qui pouvaient nous briefer sur eux un peu avant aussi. Et on s'appuyait sur ce qu'on savait d'eux pour faire un truc efficace. Et c'est important de faire ça parce que sinon, et surtout quand il y a quelqu'un dans la salle qui a travaillé pour une grande association en Tunisie, ça s'appelle comment déjà? Acacia Forum. Acacia Forum, Dream of Tunisia, ils ont changé. Voilà. Je ne sais pas si tu connais. Ils ont Oui. eu énormément d'argent pour bosser là-dessus. Derrière, ils n'avaient pas forcément tous les outils, je pourrais peut-être en parler. Ouais. Ils n'avaient pas tous les outils pour déjà impliquer les gens et aussi faire des choses qui fonctionnent. Et en fait, l'idée, je pense, c'est pour ne pas faire des choses juste pour les faire, il faut aussi travailler, comme tu disais, avec les gens qui font déjà des choses, avec des gens qui connaissent bien leur population, qui peuvent les mobiliser sur un événement, sur une formation, sur un atelier de sensibilisation, qui peuvent t'aider à leur parler avec des mots qu'ils comprennent,
C'est pas qu'ils sont débiles, c'est juste que voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, etc. Et voilà, c'est un point hyper important. Et c'est pour ça que moi j'insiste toujours beaucoup sur la synergie, essayer de travailler avec les autres au maximum. Enfin, j'ai fait un atelier dans une association qui travaille sur de l'humanitaire. Ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est des gens qui connaissaient bien leur terrain. C'est des gens qui mobilisent des jeunes sur la Courneuve. Et du coup, il y avait du monde à l'atelier, les gens étaient ouverts, ils ont posé des questions et le message est mieux passé. Donc il faut vraiment chercher la collaboration, la synergie, le terrain, c'est important. Moi après, sur certains trucs, je serais sur une position un peu différente de toi, Inès. En particulier, donc tu parlais de cette conférence, moi j'y étais pas, hein. Mais moi il me semble que ça ne me paraît pas la bonne piste de chercher à convaincre le PDG de je ne sais quelle multinationale que lui va être impacté, machin truc. D'abord, à mon avis, il a pas mal raison quand il dit que lui, il s'en fout, ça ne va pas le toucher directement. Il faut savoir qu'il y a en ce moment qui se mettent en place, par exemple, des polices d'assurance, donc des assurances qui se mettent à proposer aux plus riches de la planète des formules du genre « en cas de catastrophe naturelle, on transforme ton cauchemar en vacances de rêve. On vient te chercher toi en hélicoptère. S'il y a Katrina, par exemple, qui avait frappé la Nouvelle-Orléans, s'il y a un Katrina qui un jour te tombe sur le coin de la gueule avec ta famille, on te prend en hélicoptère, on t'emmène à l'autre bout du monde, à un endroit où il fera un temps paradisiaque, et tu seras dans une superbe suite, etc. Donc, alors certes, ça va l'impacter dans le sens où il va peut-être devoir payer cette assurance, mais le capitalisme du désastre qu'on commence à bien connaître, quoi, quelque part se prépare à lui assurer, à lui et puis à d'autres de sa classe en particulier, ce genre de service, et donc à le mettre largement à l'abri. Et moi je pense qu'on a plutôt intérêt à polariser les questions climatiques, à mettre en évidence le fait que non, justement, ça ne va pas toucher tout le monde pareil, que d'ores et déjà, ça ne touche pas du tout le monde pareil, et que manifestement, là on en est à la 21e COP, mais ça fait beaucoup plus longtemps déjà qu'on connaît le problème du changement climatique. C'est pas juste en demandant gentiment aux dirigeants du monde de faire quelque chose, s'il vous plaît, que la question va se régler. Il faut y aller avec davantage de revendications et de force. Et c'est pour ça aussi, quand on parle de là, l'un des sujets pour moi, c'était donc parler de mobilisation. C'est parce que le but, c'est de constituer une force partout dans le monde, et elle est en train de se constituer, et de participer au fait que des forces politiques se constituent, capables de porter des revendications et à un moment, forcer les choses, forcer la main de gouvernements, de multinationales. On n'a pas gagné encore, hein, c'est sûr, mais pour moi, ça me paraît important d'insister plutôt sur précisément ce genre de polarisation et le fait que non, tout le monde, ça ne va pas se passer pareil pour tout le monde. Et par ailleurs, il me semble, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Je ne sais pas si j'ai dit Diane. Diane, oui, si, Manon avait dit. Sur ce que tu disais aussi, il y a eu, qui est sorti, je pense, il y a 2 semaines, un truc comme ça maintenant, un rapport qui est édité par Piketty et Chancel sur les inégalités, justement, et le changement climatique. Thomas Piketty avait publié il y a 1 an ou 2 maintenant Le Capital au XXIe siècle, où il s'intéresse aux inégalités dans le monde. Et là, dans ce rapport, il regarde les inégalités en termes d'émissions carbone. C'est-à-dire, comment est-ce que en gros, sa principale conclusion, c'est que, de mémoire, je suis assez confiant d'avoir les bons chiffres, les 1% les plus riches de la planète, c'est-à-dire 60 millions de personnes, donc les 1% les plus riches de la planète ont une empreinte carbone qui est 2000 fois plus grande que certains des plus pauvres des habitants, disons, du Bangladesh et de quelques-uns
Il avait sélectionné certains des pays les plus pauvres de la planète. Donc, pour donner une idée, et ce qu'il montre également, c'est qu'effectivement, au sein des pays, il y a des disparités qui vont grandissantes parce que les inégalités économiques s'accroissent et avec elles, du coup, les inégalités d'empreinte carbone. Et clairement, on peut porter, quand on commence à voir qu'il y a des individus qui ont une empreinte carbone 2000 fois plus forte que d'autres, on peut commencer à se poser, à repolitiser là aussi la question, à la lier aux inégalités, etc. Et un truc que je voulais quand même rajouter, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai un peu décrit la justice climatique sous l'angle simplement justice nord-sud, on va dire, et puis responsabilité historique, mais il faut voir que c'est un concept qui vient de luttes du Sud, et qui ont été menées par des communautés en première ligne, et qui inclut, tel qu'il s'est forgé, qui inclut complètement des questions de justice sociale, de justice de genre, et de lutte contre toute forme d'oppression. C'est un paquet global, quoi. Et donc, voilà, ne pas oublier, il y a effectivement ce côté très politique qui est embarqué dans ce concept de justice climatique. Juste pour répondre, je ne suis pas entièrement d'accord sur le fait qu'il ne faille pas essayer de sensibiliser le PDG, parce que ça reste quand même des êtres humains malgré tout, et en fait il y a quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment, une chose comme tu es au courant, c'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et de plus en plus, parce que justement en France il y a une réglementation qui fait que les grands groupes doivent publier des rapports développement durable avec des données, et qu'elles doivent aller dans le bon sens d'une année sur l'autre, et qu'elles doivent se faire auditer. Ça crée un espace de dialogue à plusieurs échelles de l'entreprise. Moi, j'ai bossé chez Deloitte pendant 1 an et demi, j'ai fait ça avec eux. En fait, on faisait des audits développement durable, et j'étais un peu choquée de voir que la plupart du temps, quand on allait faire un audit, on passait beaucoup de temps à faire de la sensibilisation, qu'il y avait des choses que les gens ne savaient pas. Parfois, tout en haut. Et qu'il fallait, là c'est la même chose, c'est toujours la question des termes du sujet, comment on s'exprime avec eux. Donc il faut s'exprimer en termes de consommateurs, tout simplement. Si dans 10 ans il y a une partie de la population qui se déplace, il y a moins de consommateurs dans ce pays-là. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à survivre, il y a moins de gens qui vont acheter votre truc. Et voilà, je grossis un peu, mais il y a... de la même manière que nous, dans les quartiers qui sommes impactés et qui ne le savons pas, il y a quand même des gens qui ont un pouvoir décisionnaire et qui ne sont pas totalement conscients de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils risquent s'ils ne changent pas un peu leur politique en termes d'entreprise. Et je vous invite à aller regarder ce qui se fait un peu en termes de RSE, parce qu'il y a des choses qui sont parfois très intéressantes au niveau des entreprises. Ça reste quand même beaucoup de la communication, ça reste quand même des choses... ils pourraient tous aller en profondeur, mais il y a quand même des choses pas mal qui se font. Je pense à Danone par exemple, ses travailleurs de nutrition, etc. Voilà, je pense qu'il ne faut juste pas perdre espoir, il y a quand même des choses à faire en incluant les entreprises, mais il ne faut pas perdre son énergie, je suis d'accord, mais il ne faut pas non plus pas parler au PDG, comme je pense qu'il veut faire quelque chose. Moi, je te répondrai là-dessus que peut-être dans certains secteurs, mais des choses que, en particulier, Naomi Klein met en avant beaucoup dans son dernier livre, que je vous conseille à tous. Le film devrait finir par sortir, je pensais qu'il sortirait avant la COP. Son dernier livre s'appelle Tout peut changer. C'est le fait que, d'abord, il y a un chapitre qui s'appelle en anglais The Right is Right. La droite a raison. Elle a raison pourquoi? C'est quand elle dit, et alors elle parle plus particulièrement de la droite américaine, et qui correspond tout à fait en particulier aux prises de position du patronat américain, en particulier dans les secteurs de l'industrie lourde et de l'industrie pétrolière. C'est l'idée que, quand ils disent, non mais attendez, si jamais vous voulez qu'on prenne au sérieux la question climatique,
c'est la fin du capitalisme, c'est la fin du mode de vie américain, et donc eux l'utilisent pour mobiliser toute la droite américaine sur le thème non mais il ne faut pas écouter ces écolos qui veulent en fait, qui sont en fait des espèces de communistes cachés mais qui en écologistes. Mais ce qu'elle dit, c'est précisément, eux ils sont allés au bout de l'analyse. Et de fait, prendre au sérieux la question climatique, ça veut dire changer le système. Et ils le voient, et donc il y a en tout cas certains patrons qui très clairement sont très bien informés. Et en particulier, ces derniers mois, il a été beaucoup question d'ExxonMobil. Donc en France, oui, on connaît, c'est Esso ou Mobil, qui est l'un des premiers, sinon le premier groupe pétrolier mondial, qui est un groupe américain. Il y a des initiatives judiciaires qui sont en cours et un scandale plus vaste sur le fait que dès le début des années, je ne sais plus si c'était dans les années 60, mais au moins le début des années 70, ExxonMobil avait employé, c'est une société immense, et ils employaient des scientifiques à étudier l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur l'effet de serre et le climat en général. Et ils ont obtenu toutes sortes de résultats qui leur montraient qu'il y avait un réchauffement climatique qui était en cours, qu'il était clair et net, qu'il était lié à leur propre activité, puisque c'est un pétrolier. Et ce qu'ils ont fait de toutes ces conclusions scientifiques qui apparemment étaient d'une grande qualité sur le plan des données en particulier qu'ils ont pu recueillir, etc., c'est surtout ils l'ont planqué, ils l'ont archivé, ils ne l'ont jamais sorti, ils ont fait du silence. Et un peu plus tard, dans les années 90 en particulier, leur PDG était parmi les plus vocaux pour expliquer que mais non, on ne peut pas conclure, on n'a pas de doute, on ne sait pas si c'est d'origine humaine, etc., etc. Alors qu'en fait, ils avaient toute la science qu'ils avaient fait chez eux. Simplement, ils ne l'avaient jamais laissé paraître. Et parce qu'ils comprennent très bien, et là ça fait aucun doute, que c'est complètement irréconciliable avec leur propre activité. Pour un pétrolier, mais on ne peut pas trouver de solution entre son activité et prendre au sérieux la question climatique. À un moment, c'est forcément un ennemi ou un adversaire qui ne va pas se laisser abattre n'importe comment. Et c'est ce qu'on voit depuis très longtemps. Ils ne se laissent pas abattre. Ils font du lobbying, etc. Et donc, que peut-être marginalement, par exemple, qu'un industriel qui ferait des panneaux solaires puisse devenir ponctuellement un allié objectif ou même un allié tout court, etc. Je veux bien l'admettre. Mais il faut bien voir qu'il y a certains pans de l'industrie qui ne peuvent pas être réconciliés avec le fait de prendre au sérieux des questions de justice climatique. Je vais juste allumer pendant que Manon est partie chercher les Tunisiens au métro. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, ça se trouve, il est parti pour Action. Je vais juste en profiter étant donné que les Tunisiens arrivent, peut-être parce qu'on a vu pas mal de choses et tout, et moi je suis super curieuse en fait des gens qu'en règle générale ils viennent à un débat, et j'anime autrement que Manon, donc comme ça sera complémentaire. Je voulais juste savoir, pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de parler, de me dire juste un peu quelle était votre intention quand vous êtes venu là, ou quelle était votre envie de découvrir, de discuter autour de ces enjeux-là, parce que comme ça permet aussi de remonter un peu les idées, et puis d'être un peu plus cohérent, et puis d'être un peu plus direct sur ce dont vous avez besoin en termes d'infos, ou en termes de mobilisation, voilà. Donc, sans faire un tour de table, vraiment le faire un peu comme ça entre nous. On n'est pas, je pense qu'on a tous à peu près le même âge, je pense qu'on a... Voilà, on vient tous à peu près d'horizons différents, mais on a tous le même âge, on va avoir un peu les mêmes motivations d'être là. Donc voilà, si on peut jouer le jeu, peut-être. J'ai pas envie de te regarder et de commencer par ça, parce que je sais que tu vas me laisser jusqu'à la fin de ma vie. Du coup, peut-être commencer par le jeune homme. Voilà, Qu'est-ce que
que je devais dire. Ouais. Ah, tu m'as dit, en plus tu m'écoutes pas. Je t'ai écouté, mais j'ai oublié directement. Non, juste te présenter, dire un peu d'où tu viens, enfin rapidement, vraiment, succinctement, comme ça on sait un peu qui est qui autour de... Voilà, moi je m'appelle Fatima, je suis de Sarcelles, je l'ai déjà dit, donc... Je m'appelle Mohamed, je suis du 94. Ouais, super. Et j'allais venir... Il y avait Naomi Klein qui faisait Tout peut changer. Je crois qu'elle était là à Paris, au même moment, mais c'était complet, donc... Ah, donc moi j'avais réservé, et je suis pas allée. Ouais, bah, je suis réservé, mais il y avait écrit qu'il y avait 100 personnes en liste d'attente. Ouais. Ah ouais, mince, d'accord. Et du coup, donc t'es venue pour ce débat parce Par que curiosité. Par curiosité, ok, super. Et toi? Moi je m'appelle Aurélie, moi je suis d'une banlieue bourgeoise un petit peu dans le 77. On a un golf et tout, donc bon, tout ça. C'est où je viens de venir à Lucie Saint-Georges, ça s'appelle. D'accord, C'est à côté de Disney. Dans la vie, je suis ergonome, donc je suis hyper sensibilisée justement sur toutes les questions de santé au travail, etc. Tout ce qui est enjeu climatique. Tout de suite, on se tient droit, c'est pas pourquoi. Et personnellement, je suis hyper intéressée par tout ce qui est nutrition, sensibilisation auprès des enfants justement. Comment est-ce qu'on fait pour leur faire comprendre que le climat c'est important, que ce qu'ils consomment c'est important aussi, comment ils le consomment, d'où ça vient, etc. Donc ça se rejoint un peu tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, en tant qu'ergonome, tu fais ça où? Je suis consultante. T'es consultante ouais. et tes mobilisations, enfin en tout cas la sensibilisation, tu souhaites le faire où? Tu le fais où? J'aimerais le faire, je l'ai pas encore, je l'ai pas commencé. C'est un projet que je mène un petit peu à côté, que j'aimerais commencer. Et je voudrais le faire auprès des enfants en fait, dans les écoles. Donc voilà, à la base c'était plus du côté de chez moi, mais je me rends compte qu'en fait niveau banlieue c'est un peu gratin, tu vois, près de chez moi, donc c'est pas spécialement, enfin si c'est intéressant aussi, mais ce serait peut-être intéressant aussi de toucher d'autres types de populations. Bah voilà, t'es une nouvelle adhérente pour Get Up. Et du coup, jeune homme? Je suis David, Okay, je suis espagnol et j'ai fait un petit stage à l'Institut Pasteur. Okay. Mais mon sujet c'est la virologie, donc, mais j'ai été invité pour Aurélie, c'est très bien. Super, ok. Et bah, du coup, peut-être à un moment, je sais pas si en Espagne il y a des mouvements comme ça autour du climat et tout. Peut-être que tu pourras nous en parler à un moment ou nous dire, ou peut-être. je suis pas très proche. Très proche de. Oui. Mais il y a des associations. Mais il y a surtout déjà vraiment consensus médio-ambiental, surtout avec l'utilisation d'énergie renouvelable, ouais. Comme l'énergie solaire. Et j'ai fait une petite étude pour utiliser l'énergie solaire pour éliminer des virus dans l'eau. Okay. Et utiliser, il y a deux stratégies, mais utiliser par exemple pour l'application à petite communauté dans l'Afrique, comme ça, et autre pour purifier un peu de l'eau résiduelle, sewage, en train d'utiliser l'énergie solaire et différentes réactions et pas contaminantes. Ok, super. Ouais, c'est intéressant. Pas forcément français. Mais c'est très bien. Moi, si je parle espagnol comme tu parles français, je crois. Voilà, je vais faire un woman show ce soir. Je t'en prie, dis-moi. Moi, je suis Elisa. Sincèrement, je suis nouveau à Inès, c'est ma copine. Bah, c'est super. Elle a mobilisé toute personne. Inès, elle est nulle en mobilisation là. Je suis pas du tout dans le milieu environnement. Je connais pas, donc comme ça, je découvre. Voilà. Mais je suis dans le handicap. Bah, je suis dans le handicap emploi, donc okay. Rien à voir. Mais rien à voir, mais si en fait, parce qu'il y a, je pense à Cali, ouais, je pense à Cali, à Cali Aquino, qui est de la coopération Jackson au Mississippi, qui eux font le travail en fait pour créer du lien entre l'emploi et l'environnement. Donc je pense qu'il y a un lien à faire entre handicap, emploi et environnement. Il y a toujours un moyen. Toujours. Super, bienvenue. Du coup, Mathilde, je fais partie d'un petit collectif qui s'appelle Baraka et pour aller vite, en gros, on réfléchit, on essaye d'agir aussi pour relier justice sociale, écologique et spiritualité. Voilà, et je suis venue parce que mon mari qui est là est tunisien et donc on fait un peu des va-et-vient et on sera sûrement amené plus souvent à l'avenir là-bas.
J'étudie aussi les plantes médicinales, donc l'herboristerie. Donc voilà, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. J'avais envie de savoir ce qui se passe un peu plus en Tunisie, pour se mettre là-bas. Ils arrivent. Je trouvais trop parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient là et en fait il n'y avait personne, donc je suis venu. Et ils arrivent vraiment. Vous êtes sûr que c'est pas en Tunis, ça? Ils sont en train de prendre un café à Tunis? Normalement ils sont là. Ok, super. Et Baraka, ça s'appelle? Ouais, Baraka. Et c'est une association qui ouvre? C'est un collectif. En fait, bon, maintenant on est un peu éparpillé un peu partout dans le monde, mais ça a commencé dans le sud de la France, du sud. Maintenant, on a la majorité des actions sur Paris quand même. Voilà, il y a un site, ça s'appelle Baraka le site. Ok, facile. Donc apparaître le mari de madame, et être tunisien. Je suis Ilyes, je viens d'un quartier populaire à Tunis. Ok. Peut-être je vais prendre plus de temps que vous pour parler un peu de la Tunisie. C'est pas grave. C'est notre intervenant tunisien. En fait, il était caché dans le public. En plus, c'est ça, du quartier populaire. Bon, on boycotte les Tunisiens là. Non, mais rapidement, juste dis-nous rapidement. Voilà ce qui se passe un peu pour voir, et même si ça m'intéresse, un peu ce qui se passe. Et créer des liens avec les gens. Oui, voilà, et pour savoir c'est qui va venir, un Tunisien, qu'est-ce qu'il va faire. Travailler pour les RG en fait. Tunisien RG, voilà, on l'a trouvé. Non, puisque souvent les gens du quartier populaire, c'est pas eux qui sont toujours là, quoi. Ouais. Tu vois, généralement, c'est ce que désolé, peut-être je dis pas les mots techniques et tout, je suis pas dans le suivi. Mais vous allez comprendre. Ouais, super. Donc voilà, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que toujours, souvent à Tunis, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, dans les associations et tout, ou les gens qu'on trouve en Occident, ou généralement à Tunis, dans les choses qui... C'est des gens un peu intello, bobos, c'est pas vraiment les gens du quartier populaire. Ok, voilà, ils arrivent. Voilà.